Bruno Le Roux démissionne de son poste de ministre de l'Intérieur, une décision prise à la suite des révélations sur les emplois de ses deux filles engagées comme ses assistantes parlementaires entre 2009 et 2016. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Bruno Le Roux sera remplacé dès ce mercredi par Matthias Fekl. Après les États-Unis, le Royaume-Uni interdit l'utilisation des ordinateurs portables en plein vol. Objectif, limiter le risque d'attentat. Une mesure qui vise uniquement les voyageurs en provenance de certains pays arabes et de Turquie. Le Brésil, touché par un scandale de viandes avariées, le premier exportateur mondial de bœuf et de volailles, a perdu de nombreux marchés. La Chine, le Chili, mais aussi Hong Kong. Les autorités tentent-elles de rassurer les consommateurs ? Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. Bruno Le Roux n'est donc plus le ministre de l'Intérieur de François Hollande. En poste depuis le 6 décembre dernier, il a démissionné ce mardi à la suite des révélations sur les emplois de ses deux filles engagées comme ses collaboratrices parlementaires. Alors s'agit-il d'emplois fictifs? Le parquet national financier a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire. Anne-Claire Poignard. Une situation intenable, une démission express. 18h, Bruno Le Roux fait son dernier discours de ministre de l'Intérieur. J'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs. Une démission moins de 24 heures après les révélations de presse sur l'emploi de ses deux filles comme collaboratrices parlementaires. 10 contrats pour l'une entre la Toussaint 2012 et l'été 2016. 14 contrats pour l'autre entre l'été 2009 et l'été 2016. Montant total des rémunérations perçues à L2 selon nos confrères, 55 000 € environ. Des emplois en CDD occupés à l'Assemblée nationale dès l'âge de 16 ans. Aux dates indiquées, l'une travaille en entreprise, l'autre est lycéenne puis étudiante. Bruno Le Roux a tenu à repréciser sa version des faits. J'entends le débat et les mises en cause que suscite le fait sur les vacances scolaires et universitaires d'avoir employé mes deux filles durant leur scolarité. Ces contrats, ponctuels et officiels, conformes aux règles juridiques des services de l'Assemblée nationale, correspondaient tous, bien sûr, à des travaux effectivement réalisés. Mais ces emplois n'ont pas été déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le parquet national financier a ouvert une enquête. Le sort politique de Bruno Le Roux est déjà scellé. Bernard Cazeneuve donne une première indication en fin de matinée. Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable. 14h30 à l'Élysée, en présence de Bernard Cazeneuve, l'exécutif règle les derniers détails de l'éviction de Bruno Le Roux. Un départ qu'il tiendra à annoncer lui-même. Président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale entre juin 2012 et décembre 2016, Bruno Le Roux occupait pour la première fois un portefeuille ministériel, une expérience qui n'aura finalement duré que 3 mois et demi. Son portrait par Hélène Hugues. Un fidèle parmi les fidèles de François Hollande. Bruno Le Roux a toujours occupé des postes de confiance, ministre de l'Intérieur, une récompense après ses 4 ans et demi à la tête du turbulent groupe socialiste à l'Assemblée. Sa mission d'alors, maintenir l'unité malgré les frondeurs. Bruno Le Roux, homme de mission, un des premiers à monter au créneau dans l'affaire Fillon. Mais je pense que c'est plus clair. C'est plus clair qu'il n'y ait pas de conjoint qui travaille avec les députés. Il y en a beaucoup et je pense qu'il devrait y avoir une règle simple dans ce cas de figure qui est que cela ne devrait pas être autorisé. Réputé taiseux, Bruno Le Roux a sans doute parlé un peu vite ce jour-là. Écrit un peu vite aussi son CV à son arrivée place Beauvau. Il assure être diplômé d'HEC et de l'ESSEC. Erreur ou mensonge, le CV gonflé est effacé, le couac évité de justesse. Bruno Le Roux s'était spécialisé très tôt dans les questions de police et de sécurité. Le ministère de l'Intérieur était son rêve. Il s'effondre après seulement 3 mois et demi. Et le nom du remplaçant de Bruno Le Roux à l'Intérieur est déjà connu. Il s'agit de Matthias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur. La passation de pouvoir entre les deux hommes aura lieu ce mercredi matin, place Beauvau.
Les suites de l'enquête concernant François Fillon, elle a été élargie ce mardi à des soupçons d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux. La justice veut savoir si le couple a produit de faux documents pour justifier les salaires de Pénélope Fillon. Et ce n'est pas tout, selon les nouvelles révélations du Canard enchaîné. François Fillon a mis en relation en 2015 un des clients de sa société de conseil, Dosef Conseil, avec le président russe Vladimir Poutine et le PDG de Total. Des affaires sur lesquelles est revenu Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France, était l'invité de Mardi Politique sur France 24. Je vous propose de l'écouter. La question, c'est les emplois fictifs. Parce qu'on peut interdire les emplois familiaux et puis après que tel député ou sénateur recrute quelqu'un pour pas travailler. Et moi, je crois qu'il faut un vrai coup de balai. Pas ça. Non, mais on peut les supprimer. Je pense qu'il faut les supprimer, mais ça ne va pas régler le problème pour autant. Et je pense qu'il est temps de faire l'abolition des privilèges. Mais il n'y a pas que les hommes politiques, d'ailleurs. Et je pense que le pays ira mieux quand on enlèvera toutes ces espèces d'histoires absurdes. Et puis, parallèlement, il y a la question de l'exemplarité, la moralité. La moralisation. Mercredi, les 11 candidats retenus pour l'élection présidentielle seront auditionnés sur leur projet par plusieurs centaines d'élus de l'Association des maires de France, l'AMF. Parmi eux, Philippe Poutou, le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Il était un peu plus tôt sur notre antenne et il estime que les principaux candidats sont actuellement dans l'incapacité de répondre aux problèmes des Français. On l'écoute. C'est quoi les solutions qui sont préconisées, qui pourraient permettre à ce que, justement, on croit qu'il y a des choses qui vont se passer? Parce que là, en réalité, tout le monde sait très bien que tout est pareil, qu'on va continuer pareil, c'est les mêmes politiques, grosso modo. C'est quoi qui a été discuté vraiment en rupture avec tout ce qui se fait aujourd'hui? Donc c'est ça qui manque. C'est qu'en fait, on sait qu'il y a des millions de chômeurs, on sait qu'il y a de la pauvreté, on sait qu'il y a des gens qui se gavent avec l'histoire des milliardaires. Vous avez vu les chiffres des milliardaires, ça augmente largement. Les profits des entreprises du CAC 40, ça augmente largement. Donc on sait qu'il y a de l'argent, on sait qu'il y a des fortunes. Et donc on regarde ça, il y a de la misère. Et c'est quoi les solutions? Dans le reste de l'actualité, la Corée du Nord aurait échoué à procéder à un nouvel essai de missile. Annonce faite ce mercredi par le ministère sud-coréen de la Défense. Un nouvel essai qui intervient 2 semaines après le tir de 4 missiles par Pyongyang. En Syrie, Damas est toujours le théâtre de violents affrontements. Ce mardi, les rebelles syriens ont lancé leur seconde offensive en 3 jours. Elle a visé un quartier du nord-est de la capitale syrienne. Des rebelles qui ont bien du mal à garder le terrain pris ces derniers jours aux forces gouvernementales. Raphaël Vivant. Les combats font rage dans le nord-est de la capitale syrienne. Des factions rebelles ont lancé mardi un nouvel assaut contre les forces gouvernementales. En réponse, l'armée de l'air a bombardé les positions des insurgés, causant la mort de dizaines de personnes. C'est la 2e fois en 3 jours que les rebelles attaquent des quartiers tenus par le gouvernement. Une précédente offensive dimanche avait été rapidement repoussée par les forces de Bachar al-Assad. Les combats se concentrent dans le quartier de Jobar, à 2 km à l'est de la vieille ville, et également à quelques kilomètres de la Ghouta orientale, la place forte des insurgés. Ces violences interviennent avant un nouveau round de pourparlers prévu jeudi à Genève. Les Nations Unies lancent un appel au calme. L'envoyé spécial demande à tous les invités qui participeront à la réunion du Conseil de sécurité et à ceux qui ont participé aux précédentes négociations de faire le nécessaire pour que le 5e round soit prêt, pour que nous puissions nous engager sur le fond des 4 dossiers qui nous attendent. Toutes les parties qui prennent part au conflit ont confirmé leur participation aux négociations, dont le but est de trouver une solution politique à la guerre civile. Le gouvernement syrien et les rebelles avaient conclu un cessez-le-feu en décembre dernier. Chaque partie s'accuse depuis d'avoir violé l'accord. Allez, on en vient à cette réunion de la coalition internationale anti-djihadiste qui débute ce mercredi à Washington. 68 pays y participent, tous sont impliqués de près ou de loin sur des terrains d'opération contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Alors que faut-il attendre de cette réunion? Élément de réponse avec notre correspondant à Washington, Gallagher Fenwick. 2 jours donc pour discuter de l'état d'avancement de la lutte contre l'organisation de l'État islamique et se mettre d'accord peut-être sur les objectifs à venir. Voilà certains des buts de cette conférence interministérielle organisée ici à Washington DC qui va réunir une 60aine de nations et d'organisations
internationale. Ce sera surtout l'occasion pour la nouvelle administration américaine de reprendre la main sur ce dossier légué par les prédécesseurs démocrates et pour notamment le nouveau secrétaire d'État, Rex Tillerson, de discuter, d'expliquer s'il va y avoir du changement dans la continuité de la stratégie américaine et peut-être de donner enfin quelques détails sur ce plan secret dont Donald Trump a beaucoup parlé et au sujet duquel il a refusé de dire quoi que ce soit pour l'instant. Un plan qui, selon lui, doit permettre de défaire les djihadistes et ce, très rapidement. C'est donc un moment charnière diplomatiquement, politiquement, et ce alors qu'il y a des progrès sur le terrain dans la partie occidentale de Mossoul, notamment. Il faudra donc réfléchir à l'avenir et pourquoi pas amener cette lutte jusqu'à Raqqa en Syrie. Mais là encore, la question sera de savoir quand, comment et surtout avec qui. Travailler ou encore regarder un film sur son ordinateur portable en plein vol, une habitude désormais interdite pour les passagers en provenance de plusieurs pays arabes et de Turquie voyageant vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Motif invoqué par les autorités, le risque d'attentat. La France et le Canada pourraient aussi bientôt franchir le pas. Natacha Milleret, Pierrick Laurent. L'administration Trump l'a confirmé. Dans les vols en provenance du Caire, d'Istanbul, de Dubaï ou encore de Doha, les ordinateurs doivent être placés en soute. D'autres appareils électroniques sont concernés, tablettes, caméras ou lecteurs de DVD portables. Seuls les téléphones et les équipements médicaux seront acceptés en cabine. Des nouvelles règles qui doivent s'appliquer au plus tard dans 4 jours. Il y a sans doute plus de vols à destination de New York et de Los Angeles que vers tout autre aéroport. Je dirais qu'entre 3 et 7 vols par jour seront affectés par cette mesure. Ça va être compliqué dans les prochains jours. Le gouvernement américain explique avoir pris ces mesures en raison du risque terroriste. Dans la foulée, le Royaume-Uni a procédé à la même interdiction, invoquant simplement la sécurité des voyageurs. Ces mesures, qui prennent effet immédiatement, concernent 6 pays à majorité musulmane. À Istanbul, ce jour, les voyageurs parlaient d'injustice. Moi, en tant que musulmane, je me sens offensée que les musulmans soient ostracisés dans le monde. Tout le monde a une tablette ou un ordinateur portable. En tant qu'homme d'affaires, c'est nécessaire. Je condamne fermement les interdictions. Certaines compagnies aériennes protestent déjà, notamment Turkish Airlines qui demande la levée de cette interdiction, redoutant une baisse de fréquentation de sa clientèle. Ce scandale de viandes avariées au Brésil, premier exportateur mondial de bœuf et de volaille. Après avoir vu ses importations suspendues en Chine et au Chili, le pays vient de perdre la confiance de Hong Kong, son premier acheteur de viande bovine. Les autorités tentent-elles de rassurer les consommateurs en augmentant notamment les contrôles sur les marchés? Laure Wagner. Chaque jour, dans ce laboratoire à Rio de Janeiro, des produits de consommation courante sont analysés et évalués avant d'être mis en vente. Depuis ce week-end, les opérations se sont intensifiées sur le poulet et le bœuf. Dans le cadre de cette opération, nous vérifions la présence de corps étrangers, si la viande a été altérée ou maquillée avec une substance qui n'est pas prévue dans la législation. Objectif des autorités, rassurer les consommateurs après le démantèlement d'un vaste réseau de viande avariée par la police brésilienne vendredi dernier. Une trentaine d'entreprises seraient mises en cause, dont les 2 géants mondiaux de la viande brésilienne. Un scandale qui touche de plein fouet le Brésil, premier exportateur mondial de bœuf et de volaille. En 2016, les exportations brésiliennes de viande ont dépassé les 10 milliards de dollars dans 150 pays. Alors le président Michel Temer tente de minimiser les conséquences de cette affaire. Nous avons ici 4850 usines, plus ou moins, des usines de produits réfrigérés au Brésil. Seulement 3 d'entre elles ont été interdites. Et il va y avoir des enquêtes sur 18 ou 19 autres usines. Plusieurs pays ont d'ores et déjà suspendu leurs importations en provenance du Brésil, le Chili, le Mexique, la Chine et Hong Kong. L'Union européenne surveille elle aussi de près les importations brésiliennes, en vérifiant qu'aucune viande ne provienne des établissements impliqués dans la fraude.
Allez, un mot de culture pour finir. 15 ans après leur vol par la mafia italienne, 2 tableaux de Vincent van Gogh ont fait leur retour dans leur musée amsterdamois. À peine abîmés, les 2 œuvres du maître hollandais avaient été récupérées par la police italienne il y a 6 mois. Des tableaux dont la valeur est estimée à 50 millions d'euros chacun. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.